Bonsoir à tous et merci de suivre Dialogue Citoyen, votre émission de redevabilité et d'interaction sur la télévision du Burkina. Le PN2S prévoit le développement de l'information géologique minière, la création et la valorisation de l'expertise nationale ou encore l'amélioration de l'impact des mines dans le développement local, donc au Burkina. Vous le savez déjà, le PNDS, c'est le plan issu du programme du président du FASO. 2 ans après sa mise en œuvre, que deviennent ces promesses? Dialogue citoyen pose la question au ministre Oumarou Idani, ministre des Mines et des Carrières. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Précisons que cette émission est organisée par la RTV en collaboration avec Diaconia, la CODEL et WaterAid. 3 centres d'intérêt ont été retenus pour cette émission ce soir. La contribution du secteur minier au développement du Burkina Faso, la perception des citoyens sur le secteur des mines, notamment le secteur industriel, la répartition équitable des ressources et bien sûr la prospective minière. Mais avant tout, notre traditionnel rappel pour dire que cette émission n'est ni une interview ni un entretien, c'est un dialogue citoyen, ce sont les citoyens qui posent les questions au ministre et puis nous proposons d'être un modérateur sur ce plateau. Pour participer, c'est très simple, vous composez le 25 40 79 03 ou postez vos messages sur le hashtag presimet.bf. Voilà donc le public qui est là. Monsieur le ministre, à la fin, va vous donner une note. Il va dire si vous êtes arrivé à le convaincre ou pas. Mais en attendant quelques minutes pour nous installer. Et la première question ce soir, monsieur le ministre, il y a quelques semaines de cela, on a entendu le ministre de l'économie et des finances à l'Assemblée nationale faire une révélation sur les fonds communs, et notamment au ministère de l'économie et des finances, où 55 milliards de francs CFA ont été distribués, on va dire, en 2017 aux agents. Lorsque l'on prend le tableau des ministères qui bénéficient du fonds commun, il y a le ministère des Mines. Vous, dans votre département, d'abord dites-nous d'où viennent ces fonds communs et combien vous distribuez aux agents. Merci. Je voudrais d'abord vous dire quelle est ma joie de prendre part à cette émission importante et reconnaître que les affaires publiques doivent être gérées effectivement avec transparence. Et votre émission permet, disons, aux responsables politiques en particulier de pouvoir venir et de pouvoir expliquer, s'expliquer aussi sur un certain nombre de questions. Donc merci à la TNB, merci à Diaconia, merci à WaterAid et à la CODEL pour cette invitation. Pour revenir à votre question, oui, mon département, qui est un département, comme vous le savez, relativement important au plan économique, fait rentrer de l'argent. Donc il y a une régie de recettes et le ministère de l'économie et des finances a créé une perception spécialisée au sein de mon ministère. Et de ce fait, effectivement, il y a un fonds commun qui a été créé. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je pense qu'à l'origine, le fonds commun devait être alimenté par les pénalités, les amendes, et puis peut-être le fonds d'équipement du ministère. Et il se trouve que par glissement, ce fonds commun est devenu, disons, une dépense qui est inscrite au budget de l'État. Et d'ailleurs, ces derniers temps, une commission sur instigation de la ministre en charge donc, des Finances a travaillé pour la réforme du fonds commun de notre ministère. Nous sommes là-dessus. Et ce qu'il y a, c'est que nous avons quasiment terminé les discussions. Nous attendons, puisque vous savez également que
nous sommes en période de dialogue social. Nous attendons de voir les conclusions de ce dialogue social pour soumettre nos conclusions, parce que nous avons travaillé avec les différents acteurs du Mais ministère. en attendant, Monsieur le ministre, le deuxième volet de la question, c'est combien vous avez distribué en 2017? En 2017, je pense que nous distribuons de l'ordre de 200 millions par trimestre. Il faut dire que nous sommes un tout petit ministère, nous sommes juste un peu plus de 200 personnes, donc ça fait que ce n'est pas la même échelle que les autres ministères. Donc autour de 1 milliard par an. On va dire 800 millions, non? Je ne sais pas bien faire les calculs, mais peut-être autour de cela, puisqu'il y a au moins 4 trimestres dans l'année. Voilà. Voilà. Monsieur le ministre, vous parlez de recettes, et je saisis la balle au bon. Il y a une recette que vous ne faites pas, pourtant prévue par le Code minier depuis 2015. C'est la recette, naturellement, sur le développement local. 1% inscrit dans le Code en 2015. Je l'ai dit en début d'émission, le PNDS prévoit d'ailleurs l'amélioration de l'impact des mines sur le développement local. Sauf que 3 ans après, la recette n'est pas encore effective. Et on apprend d'ailleurs que les autorités, donc peut-être votre gouvernement, veut revenir sur ce code-là parce que pour juste satisfaire les sociétés minières. Qu'est-ce qu'il en est? Non, je voudrais vous dire de manière nette que la question de la révision du code minier de 2015 n'est pas à l'ordre du jour. Nous avons commencé à le mettre en œuvre, nous allons le mettre en œuvre. Et comme tous les codes miniers, lui-même il a remplacé un autre code qui avait été adopté en 2003. Peut-être, on va dire quoi, peut-être dans une décennie, on l'aura mis en œuvre, on va évaluer, puisqu'on travaille de manière itérative, et on verra s'il y a des ajustements à faire. Alors, c'est vrai que le Fonds minier de développement local n'est pas recouvré jusqu'à présent. Et je suis arrivé dans ce ministère-là précisément à la suite du remaniement ministériel du 20 février 2017. Et je suis tombé sur ces dossiers, qui sont des dossiers, j'allais dire, qui sont des contentieux entre différents acteurs, notamment le gouvernement, je vais dire la société civile, les collectivités locales et les sociétés minières. Alors, c'est qu'au-delà de ces revendications, d'abord, quelles étaient les revendications des sociétés minières? C'est que certaines ont signé leur convention avant la prise de cette loi, et que de ce fait, ces conventions reconnaissent la stabilité fiscale. Donc, elles ne voient pas pourquoi on pourrait ajouter, même si elle s'appelle contribution, pourquoi on pourrait ajouter une taxe. Alors, il y avait d'autres revendications, je pense qu'on en parlera, liées donc au niveau de la CFE, de la contribution financière en matière d'eau. Et la troisième revendication concernait la structure des prix des hydrocarbures. Donc, pour les sociétés minières, tout ça à la fois faisait beaucoup parce que les miniers avaient une structure des prix des hydrocarbures plus élevée que les autres, même que les autres industries, et également payer le prélèvement de l'eau brute beaucoup plus cher. Et donc, c'était une situation, j'allais dire, véritablement conflictuelle. Et nous avons pensé qu'il était bon que nous puissions nous mettre autour d'une table. Et ceci pour la bonne raison que si dans les années 90, notre préoccupation c'était de démontrer que nous avions un potentiel humain, aujourd'hui, lorsque nous regardons la situation des secteurs miniers dans la sous-région,
Notre préoccupation, c'est de montrer que nous avons un secteur minier compétitif. Et comme déjà sur différentes questions, nous partons non pas sur la même ligne de départ, parce que nous sommes un pays sahélien, il n'y a pas d'eau, il faut la mobiliser avant de l'utiliser, ça a un coût. Nous sommes un pays qui est à 1000 km de la mer, donc le coût du transport augmente le coût de différents facteurs. Donc il était bon que nous puissions nous retrouver pour discuter, et c'est ce que j'ai fait. Les discussions ont été menées et sur les 3 questions à la fois. Et pour ce qui est des hydrocarbures, il a été accordé que les miniers achètent des hydrocarbures au même prix que les autres. Pour ce qui est de la CFE, étant donné que le secteur de l'eau a un certain nombre de partenaires, il est bon de les consulter pour voir, parce que c'est une loi qui constitue en même temps, j'allais dire, un engagement de l'État par rapport à ceux qui nous aident. Et puis, au niveau du Fonds minier de développement local, effectivement, il y a cette réalité que, bon, il y a... Mais nous, comme je dis, nous sommes à un droit de trouver un accord qui permette d'opérationnaliser le fonds minier. C'est de trouver une solution médiane pour maîtriser un tant soit peu le coût donc, de l'eau, et également d'amener les différentes sociétés minières, même qui étaient installées avant, à accepter, puisque c'est pour financer le développement local. De toute façon, c'est des activités qu'elles faisaient déjà, c'est qu'elles acceptent donc même à travers de conventions séparées, qu'elles acceptent de contribuer à hauteur de 1%. Donc voilà la dynamique dans laquelle on est, et moi j'ai confiance qu'on y parviendra. Alors le temps qui m'était imparti s'est écoulé, mais je sais que les panélistes vont revenir sur la dernière question que j'avais pour vous. Donc j'annonce Madame Mouniratou Lougué qui va discuter avec vous sur ce plateau sur la question l'état des lieux donc dans le secteur minier. Vous êtes invité, madame, à prendre place en face du ministre pour donc lui poser vos questions. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Nous allons revenir sur le rapport de la commission d'enquête parlementaire qui date de 2016, qui a révélé le manque à gagner lié à la persistance de l'emploi des expatriés, qui est estimé à plus de 51 milliards par an si l'on arrivait à supprimer la moitié des emplois qui sont réservés aux cadres expatriés et s'ils étaient remplacés par des nationaux. Donc c'était de voir à ce sujet-là les recommandations que la commission d'enquête parlementaire avait fait, à savoir l'élaboration d'un plan de formation pour les jeunes et les cadres nationaux, et aussi le fait de se doter d'un programme de transfert des compétences aux nationaux. Est-ce qu'à ce jour, vous avez pris en compte ces recommandations ou pas? Merci, madame. C'est une question, comme vous le constatez, très intéressante. Oui. Effectivement, la commission d'enquête parlementaire a fait un certain nombre de recommandations. C'était exactement, si j'ai bonne mémoire, 54 recommandations. À l'époque, j'étais moi-même un honorable. Je le supplie aujourd'hui, ou bien M. Sommet. Et donc, c'est sur les 54 recommandations, 5 concernaient l'Assemblée nationale eux-mêmes et 49 le gouvernement. Et donc, je me suis retrouvé de l'autre côté de la barre pour justement mettre en œuvre les recommandations qui avaient été faites par nous-mêmes. Alors, je dois vous dire que ce que j'ai fait, au prime abord,
c'est que sur la question, j'ai élaboré un rapport en Conseil des ministres pour dire, voilà les recommandations qui ont été faites, voilà comment elles sont classées, voilà quels sont les ministères qui sont intéressés par concernés par telle ou telle recommandation, et à partir de là, que chaque ministère sache ce qu'il doit faire. Et c'est comme ça que le Conseil a décidé effectivement que ce document soit ventilé à chacun des ministères qui va, disons, mettre en œuvre sa part. Alors, je dois vous dire qu'à ce jour, sur les 49 recommandations, nous avons 23 qui ont été mises en œuvre totalement, donc 47%. Et nous avons 20 qui sont en cours de mise en œuvre, donc partiellement, 41%. Et nous avons 6 qui n'ont pas du tout commencé, et donc 12%. Alors, pour revenir à la question spécifique du manque à gagner, par rapport à la question de l'emploi, je pense que c'est ce que nous faisons, nous, au niveau du ministère. Nous avons dernièrement mis en place une inspection des mines. Et cette inspection fait le tour des différentes mines. Et là encore, j'allais dire au stade embryonnaire par rapport à nos ambitions. Fait le tour donc pour sensibiliser, rappeler aux miniers sur le fait qu'il faut que les Burkinabés, pour autant que les compétences existent, occupent ces places. Mais je dois dire que le problème de fond, c'est effectivement la disponibilisation des compétences par la formation. Parce que si nous voulons devenir un pays minier majeur, il faut que nous nous donnions les moyens de former les gens, et les jeunes en particulier. C'est pour cette raison que je pense au mois de mai, nous avons prévu de tenir un forum national sur la formation et l'emploi dans le secteur minier. Parce que ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a l'école des mines de Fadam-Gourma, qui est déjà fonctionnelle. Il y a l'université de Ouaga qui sort des géologues. L'école des mines de Fada sort des ingénieurs des mines. Nous-mêmes, ministère des Mines, nous avons un projet de création d'une école des métiers de la mine, et la Chambre de commerce et la Chambre des mines également ont un projet d'école. Donc, nous avons décidé de faire... À quelle échéance, monsieur le ministre? Est-ce que ce sont des projets futuristes ou c'est des choses qui peuvent voir le jour d'ici à la fin de l'année? Voilà, j'oublie même d'ajouter que le ministère en charge de l'enseignement supérieur a créé au cours de l'année dernière, je crois, l'école polytechnique de Ouagadougou, avec à l'intérieur un institut des mines et un institut de la métallurgie et de la chimie, je crois. Bon, donc, c'est tous ces acteurs qui vont se retrouver pour voir au niveau des différentes écoles là qui fait quoi. Qui va former les techniciens supérieurs, les ingénieurs de travaux, les ingénieurs de conception, même les ouvriers, etc., etc. Donc, essayer, disons, à partir de la demande qui s'exprime, et réfléchir sur les référentiels de formation et puis nous partager les différentes responsabilités. Alors, dans quel délai? Ce que je peux dire, c'est que concernant en tout cas l'école des mines du ministère, nous avons déjà une parcelle de 4 hectares au niveau de Koubri, et également nous avons pu budgétiser une bonne partie pour 2018 pour démarrer la construction de cette école. Donc voilà l'échéance. Okay. Mais on verra bien au niveau des autres partenaires comment ça se passe. D'accord.
Puisque à un certain niveau, on est toujours au stade de réflexion également, il s'agira peut-être de voir également le caractère contraignant. Vous dites qu'il y a des équipes qui circulent au niveau des sites pour vérifier et sensibiliser. Est-ce que la sensibilisation à elle seule suffira à long terme? Vous savez, en la matière, moi-même je viens du secteur privé. Oui. En la matière, la question de la contrainte peut poser problème parce que, vous savez, c'est des entreprises privées qui ont des devoirs de rentabilité. Et dans ce contexte, pour un privé, il faut embaucher quelqu'un qui est capable de faire votre travail, de l'embaucher, de former, etc. Et lorsqu'on discute, ce que les sociétés minières nous disent, c'est que oui, dans certaines sociétés minières, il y a encore beaucoup d'expatriés. Donc, ils ont commencé à embaucher, c'est progressivement qu'ils vont les former et puis procéder donc à un transfert de compétences et au remplacement. Donc, mais avant ça, mais c'est pourquoi j'ai dit le plus important, c'est qu'au niveau de la formation, nous puissions atteindre une certaine masse critique de disponibilisation de compétences, de telle façon que, mais que ce soit le secteur privé ou le secteur public, puisque vous savez que également nous au niveau du ministère, du fait qu'on ne peut pas bien payer les gens, on n'a pas beaucoup de cadres qui acceptent d'y rester. Mais si on en a beaucoup, c'est sûr que tout le monde aura sa part. Monsieur le ministre, à ce niveau-là, il y a des jeunes qui remettent en cause justement cette question de disponibilité des ressources humaines. J'ai rencontré personnellement des jeunes qui sont sortis de l'école des mines du Niger, qui sont là et jusque-là, qui n'ont pas de proposition ou qui postulent, qui déposent même pour des simples stages, qui ne sont pas recrutés par les sociétés minières. C'est peut-être vrai, il y a 12 sociétés minières, peut-être qu'elles n'arrivent pas à prendre tous les stagiaires, mais nous-mêmes nous recevons des dossiers de stagiaires et nous voyons les sociétés minières. La Chambre des mines également reçoit des dossiers et essaie de faire le dispatching pour amener les sociétés minières à accepter des stages. Donc, mais je pense que lorsque nous aurons effectivement plusieurs écoles et que les sociétés minières elles-mêmes seront impliquées dans la formation, nous aurons un cadre beaucoup plus organisé pour, j'allais dire effectivement, organiser ces stages. Mais je pense effectivement qu'il y a encore des marges de progrès à faire dans ce domaine. D'accord. Si nous revenons aux besoins des populations, il y en a qui estiment ne pas profiter assez des retombées de l'or et aussi certains disent que leurs conditions de vie se sont dégradées à travers les différentes conséquences qui en découlent. D'où la recommandation d'élaborer des projets intégrés de manière participative au profit des populations impactées. Est-ce que vous avez pris en compte cette recommandation aussi? Nous avons pris en compte cette recommandation parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup de conflits interviennent entre la population et les secteurs et les sociétés minières à cause de la question de l'emploi. Et ce qu'il faut dire de manière nette, c'est que tout le monde, tous les jeunes ne peuvent pas travailler à la mine. Par contre, ce qui est faisable, c'est de pouvoir contribuer à ce que ces jeunes-là aient des compétences pour promouvoir l'auto-emploi. Si je prends le cas de la mine de Houndé que nous venons d'inaugurer, novembre 2017. Voilà exactement. Le combien? Décembre 2017. Le 9. Oui. Voilà. Et la mine de Houndé, dans la phase de construction, a travaillé avec 3000 personnes. Et à l'exploitation, la mine n'a besoin que de moins d'1 millier de personnes. Donc, tout de suite, on s'est retrouvé avec 2000 jeunes, j'allais dire quasiment dans la rue. Mais il n'y avait pas de problème, j'allais dire, contractuel, parce que c'est des contrats à durée déterminée, mais il y a un véritable problème social. Alors,
c'est sur quoi nous nous sommes entendus avec la mine de Houndé, qui, j'en profite d'ailleurs pour la remercier pour cette bonne initiative, c'est de financer des activités de développement local pour pouvoir absorber donc ce chômage ambiant qui est là. Et d'ailleurs, la mine de Houndé estime que financer des activités de production agricole, c'est bien, mais si on veut, disons, promouvoir ces activités agricoles, il faut régler les problèmes en aval, c'est-à-dire les questions, disons, de conservation, les questions de logistique, de transport, de distribution, etc. Et elle s'est employée à ça. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Parce que une société minière, c'est quand même un regroupement de population. Et vous avez, prenez le cas de Sakan, c'est 2500 ouvriers. Donc tout ce monde-là doit manger, doit se loger, doit boire, doit se déplacer, etc., etc. Voilà une demande importante et diversifiée qui est adressée à l'économie locale. Donc il faut que, disons, les acteurs locaux puissent s'organiser pour fournir, j'allais dire, ces biens et services. Est-ce que justement, c'est pas à ce niveau aussi que ça, les choses pêchent? Je profite de remercier Mme Toulougué qui est arrivée donc, au terme du temps qui lui était donné. Je précise qu'elle avait 10 minutes. Est-ce que c'est pas à ce niveau justement que les choses pêchent? De sorte que lorsqu'on a Essakan, qu'on ne puisse pas importer de la viande, ou bien peut-être qu'on n'importe pas de l'eau minérale de l'étranger alors qu'on fabrique de l'eau minérale au Burkina? J'étais tout de suite à Essakan pour l'inauguration de la centrale hybride et je me suis rendu compte que, je ne sais pas si c'est ça tous les jours, à Essakan on mange du poulet bicyclette, on boit de l'eau burkinabé, les légumes sont achetés auprès des producteurs locaux, etc., etc. Donc là-dessus on progresse. Et d'ailleurs, j'ai demandé à ma direction générale des études et des statistiques sectorielles de faire le point, parce que notre appareil statistique est faible, c'est de faire le point pour que nous ayons des éléments chiffrés et qu'à chaque fois, nous puissions mesurer la progression que nous faites par rapport à l'amélioration de la fourniture des biens et services miniers. D'accord, on va donc, puisqu'il est possible de participer à cette émission, je pense qu'on a une question des internautes que l'on va prendre tout à l'heure. Juste le temps de rappeler qu'il est possible aussi de nous appeler au 25 40 79 03 pour participer en direct à cette émission. Une question sur la plateforme de M. Nikiema Nonfou, il est de la région du Centre. Bonsoir Monsieur le ministre. Dans les tractations afin de boucler le contrat minier, l'État prend automatiquement 10% comme le cas de Essakan, ou bien c'est la société minière qui offre gracieusement à l'État pour un contrat de ce genre au Mali avec toujours Ayamgol, l'État malien à 15%. Bien, je ne peux pas dire que la société minière offre. Je ne peux pas non plus dire que comment ça s'appelle. Ce qu'il y a, c'est que cela est prévu dans le code minier. Lorsque vous exploitez une mine au Burkina Faso, 10% des actions appartiennent automatiquement à l'État. Bien. Il y a des situations où c'est moins, il y a des situations où c'est plus, mais nous sommes à 10%. Peut-être que l'expérience malienne peut nous inspirer. Et ce que je dois dire aussi, c'est que il n'est même pas exclu que si nous avions les moyens, nous puissions conforter notre participation dans les sociétés minières si nous constatons que les dividendes sont à un niveau tel qu'il peut être intéressant pour renflouer nos caisses, de pouvoir y prendre des participations. Donc,
Et je pense que c'est des questions assez ouvertes, quoi. On peut se retrouver un jour avec 20, 30 ou 40% de la part de l'État. C'est d'ailleurs ce que je souhaite, parce que nous avons créé la SOPAMIB, la Société de participation minière, dont justement le rôle est de gérer les dividendes qui sont perçus dans le cadre de notre participation dans les sociétés minières et faire en sorte que ces ressources-là soient réinvesties pour le développement du secteur minier. Et si nous voulons que progressivement nous ayons une part importante dans les revenus miniers, les ressources qui seront mobilisées par la SOPAMIB, dont nous sommes en train de relire les textes, peuvent être assez intéressantes pour prendre, d'une part, prendre, pourquoi pas, des participations dans des sociétés minières. Peut-être même exploiter nous-mêmes un jour comme au Maroc. Mais surtout soutenir des nationaux pour exploiter la petite mine en attendant que nous ayons beaucoup de force pour faire comme le Maroc. On va prendre une deuxième question, toujours sur la plateforme. Présimètre.bf. Monsieur Tagnan Dieudonné, aussi du centre, savez-vous qu'il y a des travailleurs burkinabés du secteur minier licenciés et interdits de travail dans leur propre pays, le Burkina Faso, grâce à un système ERM blacklist qui répertorie tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à une quelconque manifestation ou grève. Monsieur le ministre. Non, je ne suis pas au courant de personnes qui ont été licenciées des sociétés minières? Non, de personnes qui ont été licenciées, oui, comme dans tous les secteurs. Mais des personnes qui sont fichées pour ne plus avoir du boulot, je suppose que c'est dans le secteur minier. Oui. Non, je ne suis pas au courant de cela. Je pense que si c'était le cas, il faudra discuter avec les acteurs. Peut-être que M. Tagnan peut prendre contact avec le ministère des Mines. Voilà. Et monsieur le ministre, parce qu'au Burkina Faso, il y a un code du travail. Voilà, un code du travail et nous allons l'accompagner pour que le code du travail soit appliqué. Qui favorise, selon certaines personnes, plus l'employeur que l'employé? Ou souvent, moi je viens du privé, je vous ai dit, ou souvent l'employé que l'employeur. D'accord. Troisième question encore sur la plateforme. Monsieur Oubda Francis du Plateau Central. Bonsoir, monsieur le ministre. Juste savoir quand est-ce que le cadastre minier rouvre pour le dépôt de demande d'octroi de permis de recherche. Excellente question. Il faut dire que d'ailleurs, la commission d'enquête parlementaire avait souhaité que le cadastre soit fermé pendant 1 an pour permettre d'assainir le cadastre minier. Et lorsque je suis arrivé au ministère, j'avais expressément demandé au gouvernement, au Conseil des ministres, d'accepter que le cadastre reste ouvert et que nous progressions dans le projet de modernisation du cadastre et à un moment donné que nous puissions fermer le cadastre pour finaliser ce processus de numérisation, de modernisation. Et c'est ce qui a été fait. Le Conseil des ministres nous a autorisé à fermer 2 mois. Nous avons fait ça et aujourd'hui, nous sommes prêts au moins à 95-98%. Et notre ambition, c'est de pouvoir mettre en ligne le cadastre minier au cours de ce mois d'avril et de pouvoir l'ouvrir au mois de mai. D'accord. Alors nous avons M. Yambré Brahima qui nous appelle de Ouarghaï. Bonsoir M. Yambré. Oui, bonsoir M. Simon. On n'a pas de retour dans cette salle. On va retenter. M. Yambré, bonsoir. Oui, bonsoir, ça va? Voilà. On vous entend parfaitement. Votre question, s'il vous plaît.
Voilà, j'ai deux petites questions, monsieur le ministre. Selon l'enquête parlementaire, il est ressorti que les nationaux qui travaillent dans les sites miniers n'assistent pas à la sortie des mines et de l'or et à la déclaration à la douane. Et deuxième question, lorsqu'il y a les saletés, les Européens envoient ces saletés-là pour laver en Europe pour revenir. Et c'est là maintenant qu'il y a la fraude. Je ne sais pas si le gouvernement est complice ou bien le gouvernement est responsable. Ma deuxième question, à l'heure actuelle, on assiste à des grognons sociaux, alors que le Burkina Faso ne jure que par l'or. Je voulais demander à M. le ministre, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent de l'or burkinabé et il y a toujours des grognons, alors qu'il y a beaucoup, il vient de dire qu'il y a 6 sites d'or. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent de l'or au Burkina Faso, puisque les gens ne sentent pas ça dans leurs assiettes? Je vous remercie. Monsieur le ministre, pour vos réponses, il a deux questions. Oui, je pense que les questions qui sont évoquées sont des questions intéressantes, mais je dois dire qu'il y a eu des évolutions. C'est vrai que les équipes du ministère en charge des mines participaient à la pesée et au colisage. Et depuis la dernière loi qui a été prise, portant organisation de la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses, il a été expressément prescrit dans la loi que désormais nos équipes participent à la coulée pour avoir la maîtrise, disons, du contrôle de l'ensemble de la chaîne. Alors, l'autre point de la question, c'est que... Ça, au moins, c'est mis en œuvre. Oui, c'est en train d'être mis en œuvre parce que ça demande des textes d'application, d'organisation, mais on est quasiment prêt. Le plus important, c'était déjà qu'on puisse arracher ça au niveau de la loi. Alors, le deuxième pan de la question concerne, je pense, le raffinage. Donc, l'or qui est produit au Burkina est pur entre 85 et 92%. Or, l'or pur qui est, disons, qui a une valeur refuge au niveau des banques, qui peut être acheté par les banques centrales et tout ça, il faut être à 99,99%. Donc, pour l'instant, le raffinage se fait à l'extérieur, sur des places mondiales bien connues, telles que la Suisse, Dubaï, la Belgique, etc. etc. Alors, la recommandation de l'enquête parlementaire, c'était de dire il faut que nous puissions avoir nous-mêmes notre propre raffinerie. Là, bien sûr, parce que les impuretés qui sont dans l'or, je pense que c'est souvent de l'argent, d'autres métaux. C'est pas sûr que nous en avons la maîtrise. Je crois que c'est ce qui a été constaté par l'Assemblée nationale. Alors, oui, j'ai été encore interpellé la dernière fois à l'Assemblée et là-dessus, nous rencontrons quelques difficultés parce que une raffinerie au niveau du Burkina, pour notre niveau de production qui est de moins de 50 tonnes, en tout cas ce qui est saisi officiellement, ça pose quelques difficultés. Néanmoins, Ensuite, avant de vous permettre de poursuivre, je pense qu'on doit avoir aussi un problème d'énergie parce qu'une raffinerie consomme énormément d'énergie. Notre production d'énergie ne permet pas d'avoir une raffinerie. Non, pas vraiment. Non, la raffinerie d'or ne consomme pas, surtout que ça va être des petites unités. Donc, nous avons décidé d'aller voir, parce qu'il semble que le Mali a tenté cette expérience, qui ne marche pas, mais il semble que par contre, le Soudan a tenté cette expérience qui marche. Donc, dans les semaines à venir, j'ai une équipe qui ira au Soudan.
Et à partir de là, nous allons faire une étude de faisabilité de cette raffinerie et puis voir dans quelle mesure nous allons voir déjà leur produit artisanal pourrait être raffiné si on arrive à le capter parce que jusqu'à présent il est fraudé. Et puis également voir dans quelle mesure travailler avec les sociétés minières également, pour autant qu'on leur offre par ailleurs des avantages préférentiels pour les inciter à raffiner ici. Le deuxième volet, c'est que le panier de la ménagère ne ressent pas les recettes de l'or, alors qu'on parle autour de 230 milliards là également, qui ont été enregistrés l'année dernière, par exemple. Là également, ça peut être vrai, mais j'entends tout le temps cela et je trouve que c'est excessif. Dire que l'on ne voit pas les retombées de l'or, je pense que ça, c'est pas vrai. Mais dire que c'est pas suffisant, ça, c'est vrai. Et ce qu'il y a, ce n'est pas vrai parce que voilà un secteur qui produit, en tout cas cette année, nous avons exporté à peu près 1300 milliards de francs CFA. En termes de recettes d'exportation, c'est important. C'est important. Ça, c'est le chiffre d'affaires. Ça, c'est le chiffre d'affaires. Ce que l'État enregistre en lui-même, autour de 230 milliards. Oui, mais j'en viens. Donc, il faut avoir également une lecture économique. C'est-à-dire que si on a produit, c'est qu'il y a eu des consommations intermédiaires, il y a eu des entreprises burkinabées qui se sont formées, qui ont fourni, plus des entreprises étrangères, que ces entreprises-là, fournisseurs, ont également embauché, distribué des salaires à des gens qui sont devenus des consommateurs, etc., etc. Et la chaîne économique peut être très longue. C'est pour cette raison que j'ai dit qu'il faut toujours se méfier disons, des positions trop tranchées, trop excessives. Mais je dis que c'est vrai, et c'est une de nos préoccupations, c'est que nous regardons là-dessus dans deux directions. La première direction, j'en ai déjà parlé, c'est la question, disons, de la promotion de l'auto-emploi. Et ça, c'est là où vraiment on peut maximiser pour promouvoir l'emploi, pour que les revenus soient augmentés, pour que les gens aient de l'argent pour consommer, et c'est cela qui relance l'économie, qui fait la croissance. L'autre direction, c'est la question de la fourniture locale des biens et services. Et ça, tant que nous ne parviendrons pas, disons que lorsqu'on regarde les objectifs du PNDS, c'est faire en sorte que le secteur minier soit le moteur de notre économie. Et cela est normal dans la mesure où nous sommes dans un contexte de ressources renouvelables, donc épuisables. Et ces ressources-là, pendant que nous sommes en période de vache grasse, parce que les cours sont bons, il faut véritablement profiter pour lancer la machine économique. Et c'est pourquoi je dis que là, effectivement, les gens ont raison. Et là-dessus, qu'est-ce que nous avons fait? Monsieur le ministre, on va prendre une autre question au téléphone parce que M. Korogo Siriki de Waiguya attend depuis un bout de temps. Et après, on revient à vous. Bonsoir, M. Korogo. J'ai une petite question à poser à M. le ministre. D'accord. Oui. Il voulait savoir où en sommes-nous avec l'affaire Tambao. Voilà. C'est toute ma question comme ça. Merci beaucoup. Monsieur Korogo. C'est toute votre question, mais c'est une question très lourde. Ouais, je dois dire que c'est une question qui est préoccupante parce que Tambao, c'est une des meilleures mines au monde. Avec, je crois,
si j'ai bonne mémoire. Il faut préciser qu'on parle là de manganèse. De manganèse. 130 millions de tonnes. Et Tambao, c'est donc un fleuron pour nous. Malheureusement, on avait passé un contrat PPP avec le groupe Pan-African Tambao, du groupe Timis. Et ça s'est mal passé, il y a eu des suspensions d'activité, il y a eu levée d'activité, et puis finalement, on s'est retrouvé en situation litigieuse. Nous sommes allés au Kamko pour une médiation qui n'a pas marché. À Ouaga d'abord. À Ouaga d'abord, au Kamko à Ouaga, et maintenant nous sommes en arbitrage international. Donc, au niveau de l'État, nous avons organisé nos moyens de défense. Et là, c'est à Paris. C'est à Paris. Nous avons organisé nos moyens de défense et nous espérons qu'il n'y a pas de raison que nous ne gagnions pas. Pourquoi? Parce que le projet Tambao est un projet intégré. Et la responsabilité du groupe Timis, c'était bien sûr l'exploitation du manganèse, mais c'était aussi la réalisation de la voie ferrée, je crois, de Kaya jusqu'à Douri, Kougorom, Tambao, et puis des investissements routiers également, etc., etc. Et aucun engagement en vérité n'a été respecté, sauf d'exploiter, de demander une autorisation spéciale d'exploitation qui a été accordée, et puis de vouloir continuer à exporter par des camions. Bon, donc nous pensons que c'est une situation qui effectivement n'était pas tolérable. Donc voilà. Alors, à l'heure actuelle, c'est quoi? C'est-à-dire que le contrat sera rompu ou bien qu'est-ce qui va se passer? À l'heure actuelle, il y a la procédure qui est pendante au niveau de la Cour internationale de justice de Paris. Mais également, j'ai moi-même pris la décision, puisque au plan du respect des engagements, des clauses par rapport au permis, rien n'est fait. Donc moi-même j'ai pris la résolution d'envoyer une mise en demeure. Et au bout de 90 jours, si les dispositions ne sont pas prises, l'État burkinabé sera à mesure, disons, de résilier le contrat. Sauf que là, vous risquez, parce que le groupe Timis demande 4 milliards de dollars à l'État burkinabé comme frais de dédommagement. Et puis, on a lu cette semaine aussi qu'apparemment, vous travaillez, vous roulez beaucoup plus pour le groupe Bolloré à qui vous voulez donner le marché. Non, pas du tout. C'est pas nous, ce que nous faisons, c'est que nous voulons défendre les intérêts du Burkina. Donc, nous suivons le dossier au niveau de la Cour internationale et en même temps, nous prenons des dispositions pour ne pas être divertis, disons, par cette longueur de la procédure. Et, comme vous le savez, le cours de l'or, du manganèse du moins, est vraiment à la hausse. Cela en raison des importants investissements, des importants programmes de développement de l'acier en Chine. Puisque pour fabriquer une tonne d'acier, il faut forcément 7 kilos de manganèse. Donc le manganèse est très prisé. Il y a un développement produit en Chine. Donc voilà ce que nous faisons. Maintenant, c'est vrai que j'ai vu à la presse et j'ai lu avec intérêt l'écrit de notre compatriote maître Paul Kéré, qui est l'avocat, et peut-être que tout le monde ne sait pas, qui est l'avocat de Timis. Oui, et qui écrit en tant que citoyen lambda burkinabé pour donner des conseils au chef de l'État. Alors comment on peut conseiller une partie et conseiller en même temps la partie adverse? Je ne suis pas sûr que... D'accord.
Monsieur Sommet est avec nous sur ce plateau. C'est un député que vous avez certainement connu à l'Assemblée nationale. Il va prendre place pour échanger avec vous sur le principe préleveur pour l'IEPE. Bonsoir, monsieur Honorable. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Vous avez, dans votre intervention, parlé de la CFE. Vous avez 10 minutes, je précise. La contribution financière en matière d'eau, CFE, a été instituée en 2009 par la loi 058. Les parlementaires se sont organisés en réseau et nous sommes sortis sur le terrain pour voir l'application effective de la loi. À notre retour, nous avons dressé un rapport et le constat est un peu mystifié. Il y a que les sociétés minières boudent et voire même refusent de payer la taxe. Monsieur le ministre, qu'est-ce que votre gouvernement compte faire pour appliquer cette loi? Mieux encore, en tant que ministre en charge des questions des mines et des carrières, que comptez-vous faire pour que cette loi préleveur-payeur soit appliquée? Ce que je dois dire, c'est que moi-même, je suis ingénieur de l'hydraulique et de l'équipement rural, donc très proche des questions d'eau. Je suis très porté sur les questions d'eau. Moi-même, avec mon épouse, nous avons réalisé 12 forages pour nos besoins propres, mais aussi pour, disons, en faire profiter d'autres communautés. Donc, la question de l'eau est très importante pour les besoins, disons, les besoins humains, les besoins agricoles, les besoins industriels, miniers, même d'abreuvement des animaux sauvages, etc. Donc, la loi doit s'appliquer. La loi doit s'appliquer et tous ceux qui sont assujettis au paiement de la CFE doivent payer. Ça c'est clair, ça ne peut pas, c'est la position naturellement du gouvernement. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un certain nombre de revendications liées à cette CFE. Vous, au cours de votre mission, forcément, les miniers vous en ont parlé. Et ce que j'ai dit, je pense qu'il faut se mettre sur une table et puis vider tous ces contentieux. Et nous n'en sommes pas loin. Et c'est le plus simple. On vide les contentieux et puis tout le monde commence à payer. Parce qu'en fait, c'est important que les miniers payent. Vous savez pourquoi? Parce que c'est vrai que eux, ils sont à 125 francs le mètre cube prélevé. Les autres sont à 1 franc, 10 francs, 20 francs. Bon. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est les seuls dont on est sûr qu'ils vont payer. Parce que c'est des gros consommateurs qui sont en plus sédentaires, stables. Et lorsqu'ils consomment, il suffit de venir mettre un compteur et on sait combien ils ont consommé et puis ils vont payer. Oui, mais vous prenez le cas par exemple des BTP, quelqu'un qui la nuit va avec sa citerne prélever dans un barrage. Monsieur le ministre, oui? Dans notre enquête, il a été révélé que certaines sociétés minières ont vu leurs comptes en banque saisis. Et d'autres, on ne l'a pas fait. Pourquoi cet état de fait? Nous pensons qu'il y a une injustice. Si on peut faire telle pratique, ceux qui n'ont pas payé, on peut aussi saisir leurs comptes pour que l'État burkinabé rentre dans ses droits. Non, honorable, la réalité... Et nous poursuivons encore pour dire, nous avons fait un atelier sur le budget sensible à la question de l'eau. Nous avons vu que le budget dédié au ministère de l'eau a baissé de 12%. Pour nous, ces contributions financières pourraient peut-être venir combler le gap à gagner, puisqu'on nous a fait comprendre que c'est des questions d'ordre sécuritaire. Et les informations que nous avons 5 milliards à recouvrir en ce qui concerne la question d'eau. Certaines sociétés minières même ont refusé de nous donner la quantité d'eau prélevée. Ça pose un problème, monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Bien, merci honorable. Vous avez parlé, votre première question, c'est la question des comptes saisis. C'est vrai qu'avec ce contentieux, il y a une société
Parce que c'est géré au niveau des agences de l'eau. Il y a une agence de l'eau qui est allée en justice, qui a gagné le procès et qui a procédé à une saisie de, je crois, de 650 millions. Mais peut-être ce qui ne nous a pas été dit, c'est que la société minière est allée en appel et a gagné. Bon, cet argent ne lui est pas encore remboursé. Donc, voilà un peu la situation. C'est pourquoi j'ai dit, on peut s'entendre. Surtout lorsque c'est une loi qui est votée, mais dans l'application, c'est des hommes qui doivent l'appliquer. Et on peut trouver une solution. En tout cas, moi, je déplore naturellement que le budget de l'eau soit dédié donc aux investissements dans l'eau soit à la baisse. Mais comme vous le savez, il y a un certain nombre de contraintes et le gouvernement est amené à faire des arbitrages et à faire de la régulation économique qui malheureusement... Monsieur le ministre, je vais aller encore sur une autre question. Celle-là, c'est sur la gestion de l'utilisation des produits chimiques pouvant polluer les ressources en eau. Je suis rentré ce matin d'une mission. Nous sommes allés un peu sur quelques sites miniers, mais l'orpaillage traditionnel. Ouais. Et le constat que nous avons fait est très alarmant et inquiétant. Nous avons vu que ces orpailleurs-là utilisent le cyanure et le mercure pour traiter le minerai. Et beaucoup de ces orpailleurs-là le font au bord des cours d'eau. Alors, monsieur le ministre, pouvez-vous affirmer que l'extraction de l'or et les autres minéraux apporte plus au développement du Burkina Faso qu'elle ne nuise à l'épanouissement de ces populations? Alors, ce que je dois dire, c'est que c'est vrai, c'est une activité économique qui devient importante. Je parle de l'orpaillage parce que toutes mes enquêtes nous amènent à évaluer la production artisanale au moins à 10 tonnes. Ce qui fait que c'est au moins 200 milliards qui sont distribués, j'allais dire, dans les campagnes, ce qui est assez important. Mais en même temps, l'orpaillage est un drame. C'est un drame à plusieurs niveaux. C'est un drame, comme vous le dites là, au niveau de la santé. C'est un drame au niveau de l'environnement. C'est un drame au niveau social. Et cela est inadmissible. Cela est inadmissible parce que le cyanure comme le mercure, c'est des produits toxiques. Bon, le cyanure encore ça va parce que lui au moins il peut se dissiper avec le temps, mais le mercure, même pour les exploitants miniers, donc les orpailleurs, c'est extrêmement dangereux parce que c'est pour extraire de l'or et pour l'extraire, c'est-à-dire ça capte de l'or et puis on le brûle. Malheureusement, il ne se dissipe pas, il empoisonne et les cours d'eau et les acteurs eux-mêmes. Et il y a des effets, je ne suis pas de la santé, mais ça attaque, ça fait des lésions même au niveau des cerveaux, etc. C'est dramatique. Oui, monsieur le ministre, ce que nous constatons aussi, c'est qu'il y a l'absence de l'État sur les chiffres d'orpaillage pour réglementer. Donc, j'en viens. Ça fait que plus on part, plus les conséquences sont grandes. Parce que d'ici là, nous parlementaires, nous craignons pour les générations à venir. Si les ressources en eau sont polluées, qu'est-ce qu'on va laisser pour nos générations à venir? D'autant plus que l'État même est absent sur les sites d'orpaillage. On nous fait comprendre que le mercure même est brûlé à Ouagadougou. Ce n'est pas seulement sur les sites miniers, dans les domiciles, même à Ouagadougou. Donc il va falloir que l'État ait un regardant sur les sites. Très bien. Je pense que là-dessus, nous sommes sur la même longueur d'onde. C'est vrai que lorsque le ministère a été mis en place, la première priorité, c'était effectivement d'essayer de comprendre les problématiques. Et il était urgent de travailler au suivi de l'activité minière industrielle. Aujourd'hui, nous sommes relativement au point. Et 2018 est dédié à l'encadrement de l'activité minière artisanale. C'est pourquoi nous avons tout fait pour opérationnaliser une agence qui avait été créée, l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées.
laquelle agence a pour vocation de recenser tous les sites. L'étude est en cours. Recenser, cartographier tous les sites miniers qui sont au Burkina Faso. Et vous savez que les sites, il y a des sites qui sont autorisés par des AEA, des autorisations d'exploitation. Et puis il y a des sites sauvages. Donc, il faut les cartographier. Nous allons recenser tous les orpailleurs, leur délivrer des cartes. Et puis, l'utilisation des produits chimiques, c'est interdit. Donc, lorsque l'ANEMAS, qui est déjà opérationnel, puisqu'il y a un DG, il y a un siège, on a une cinquantaine d'agents, nous allons pouvoir faire le suivi. Et cela, c'est par manque de moyens. Et est-ce que vous savez que le ministère des Mines, nous n'avons aucune direction régionale. Et 2018, j'ai prévu d'ouvrir au moins 3 directions. Une au nord, une à l'ouest et une à l'est. Mais ce n'est pas encore opérationnel. Donc, notre préoccupation de 2018, ça va être justement de nous attaquer à cet encadrement-là et de vérifier. Parce que l'utilisation par les orpailleurs du mercure, du cyanure et des substances explosives, c'est totalement interdit. D'accord. Monsieur le ministre, on va prendre une question. On va dire merci à l'honorable Sommet d'être venu échanger avec vous. On va prendre une question au téléphone. Monsieur David Kindo, qui nous appelle de Ouaga. Bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît. Bonsoir. Oui, on écoute votre question. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. J'ai une seule question à vous poser. Je voulais savoir la position du gouvernement. La position du gouvernement face aux nombreux bureaux d'achat d'or qui s'ouvrent dans tout le pays, tous les jours, sans agrément. C'est juste ma question. Merci, monsieur le ministre. Merci. Là aussi, nous attaquons le taureau par les cornes. Vous savez que depuis la période de la libéralisation, avant cette période, nous avons le CBMP, le comptoir burkinabé des métaux précieux, qui avait le monopole de l'exportation d'or. Depuis cette libéralisation, il a été permis de donner des agréments à des comptoirs privés. Et aujourd'hui, nous sommes à, si j'ai bonne mémoire, à peu près 115 comptoirs. Lesquels comptoirs, forcément, travaillent dans la fraude. Et plus ceux-là même qui travaillent dans la fraude, sans comptoir, etc. Donc, ce que nous avons là aussi fait, c'est que, d'une part, l'ANEMAS, dont j'ai parlé tout à l'heure, est en même temps une centrale publique d'achat. Puisqu'elle va être sur le terrain, elle va bien suivre, disons, les activités d'exploitation minière, mais aussi de transaction. Et elle aura progressivement des moyens pour elle-même racheter de l'or, surtout que la loi portant commercialisation de l'or lui a donné comment on appelle ça, un régime préférentiel pour que lorsque vous vendez à l'ANEMAS, au lieu de payer, je vais dire quoi, 800 francs sur le gramme d'or que vous vendez, que vous exportez, vous devez payer 200 francs. Tout ça là pour favoriser le fait, amener les gens donc à lutter contre l'intérêt même de frauder. Mais l'autre direction, c'est le renforcement de la BNAF, la Brigade nationale antifraude de l'or. Non seulement nous avons acquis quelques moyens pour renforcer cette brigade qui commence à faire du résultat, mais également nous sommes en passe de passer
un contrat d'assistance technique qui lui permet, disons, d'organiser mieux son réseau d'information, etc., de façon à ce que nous puissions suivre. Donc, il faut réprimer, mais aussi, il faut pouvoir, disons, éliminer l'intérêt même de frauder. Donc, voilà les deux schémas sur lesquels nous travaillons. Et je pense que nous aurons déjà un début de résultat en 2018. D'accord. Je ne sais plus si c'est une plateforme comme... Ok. Voilà. Une question sur la plateforme qu'on va découvrir ensemble. Monsieur Bationo Eric du Centre Ouest, bonjour. Je voudrais savoir concrètement qu'est-ce que les mines apportent au Burkina Faso en termes financiers pour l'État, d'emploi pour les jeunes, diplômés, de développement des localités. Bien, donc les mines, pour aller très vite, oui. Pour ce qui est des recettes directes de l'État, en 2017, les mines ont apporté 226 milliards de francs CFA comme recettes directes dans les caisses de l'État. Au niveau de l'emploi, en 2016, nous étions à 6 700 à peu près, emplois directs. Et cette année, nous sommes, enfin en 2017, nous sommes à 9200. Et je crois que la troisième question concernait c'est l'emploi. L'emploi, oui, il a parlé des caisses de l'État et aussi au niveau de l'emploi. L'emploi, oui. Donc, voilà. c'est ça. On va prendre une autre question sur la plateforme. Monsieur Sagnon, Monsieur Barreau Clovis du Nord, l'or et les ressources minières de façon générale sont des ressources naturelles qui sont appelées à s'épuiser. Dans une logique de développement durable que prévoit l'État burkinabé, des fruits de l'exploitation minière actuelle pour les générations futures. Merci. Justement, il a été prévu, je crois que c'est dans le code minier, de créer un fonds pour les générations futures. Ce fonds n'est pas encore opérationnel, mais ce fonds le sera puisque nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour la mise en œuvre du code minier, comme je l'ai expliqué depuis le début de l'émission. Mais le plus important, disons, c'est que lorsqu'on regarde le secteur minier et tous les flux financiers que cela draine, c'est aussi de profiter pour développer un certain nombre d'autres secteurs qui permettent, disons, mais est-ce que, monsieur le ministre, il y a à l'heure actuelle un pourcentage, peut-être des recettes qu'on a, oui, destinées à la génération future? Je crois que c'est le sens de sa question. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que ça reste à être opérationnalisé. Ce n'est pas encore opérationnel. Non. Voilà. On va appeler monsieur Yassine Sanou qui est avec nous sur ce plateau, qui va échanger avec vous, notamment sur la prospective. Monsieur le ministre, Hyacinthe Sanou est journaliste. Il a 10 minutes pour donc échanger avec vous. Bonsoir Hyacinthe Sanou. Bonsoir Simon, bonsoir monsieur le ministre. Alors déjà, parlant de prospective, commençons par le Maranès. Revenons sur Tambao. Est-ce que, à l'issue de votre mise en demeure, donc le 14 mai prochain, le groupe Bolloré fait oui ou non partie des potentiels repreneurs de la mine de Maranès et Tambao? Non, comme je vous ai dit, le groupe Bolloré est un groupe qui peut compétir, puisque je vous ai dit qu'il y a beaucoup de groupes qui frappent à notre porte. Donc pour l'instant, et surtout compte tenu de cette position de cours de l'or, il y a beaucoup de groupes. De manganèse. Du moins de manganèse. On a tellement parlé d'or qu'on a tendance à ne parler que de l'or. Est-ce que justement cette question judiciaire ne compromet pas quelque part l'exploitation de cette mine de manganèse qui tarde à être exploitée véritablement?
Oui, mais ce n'est pas nous qui sommes allés en justice. Mais est-ce que la compagnie Timis n'était pas fondée d'aller en justice, puisque en ayant eu le permis en mai 2014, dès janvier, ça a été suspendu, repris en décembre, et donc dans cet intervalle, elle estime avoir eu un manque à gagner. Est-ce que cela ne peut pas se comprendre? Non, c'est en janvier 2015. Janvier 2015, elle a été suspendue. Oui. Et de décembre 2015... Elle a été suspendue justement parce qu'on ne voyait pas bouger les choses. Comme je vous ai dit, l'impression qu'on a, c'est que le groupe Timis était essentiellement intéressé à exploiter le manganèse et à l'exporter, à le vendre. Et peut-être, je ne sais pas, peut-être que son plan c'était de vendre et puis à un moment donné, d'abandonner ou d'avoir un peu d'argent pour commencer des choses. Bon, en tout cas, je ne sais pas. Mais le contrat n'était pas respecté. Est-ce qu'on peut avoir une échéance aujourd'hui pour une exploitation de cette mine de manganèse? Une échéance, non. Vous savez, pour nous, aujourd'hui, toutes les options sont mises sur la table. Parce que, en fait, le plus compliqué par rapport à notre projet de manganèse, c'est la question du transport et de la logistique. Pour transporter 100 millions de tonnes, il faut forcément une voie ferrée. Donc, on a essayé, Timis je crois, exporté 2000 tonnes. Oui. Il reste encore 40 000 tonnes qu'il doit exporter, mais ce n'est pas très facile. Donc, ce qui se passe, c'est que, le problème, ce n'est pas au niveau de l'exploitation. Pour résumer un peu, c'est un minerai qui affleure. Donc, il faut aller dynamiter, concasser et transporter. Donc, ce n'est pas très difficile. J'ai envie même de dire, peut-être on va dire que le ministre des Mines est prétentieux, mais peut-être que l'État burkinabé, pourquoi nous-mêmes, on ne trouverait pas le moyen de... À quelle échéance? Vous avez dit c'est un fleuron, il faut l'exploiter, ça va nous apporter... À quelle échéance l'État burkinabé pourrait notamment reprendre cette... Voilà, donc, je pense qu'à partir du moment où nous allons résilier le contrat, le processus logique, c'est de lancer un appel à candidature. Et bien sûr, c'est un processus qui peut être long. Comme je vous dis, c'est un projet qui est intégré. Donc, ça demande de ficeler quelque chose de beaucoup plus solide que ce qui a été fait avant. Pour résumer, vous n'êtes pas sûr d'exploiter le manganèse sous ce premier mandat du président Roch Kaboré? Pourquoi? Alors, vous n'arrivez pas à me donner une date, monsieur le ministre? Non, si on fait l'option d'exploiter comme Timis, mais on peut commencer même en 2018. Il suffit, comme j'ai dit, de dynamiter, de concasser, de commencer à transporter un peu. Alors, parlant de prospective, oui. Certaines informations disent que le sous-sol burkinabé, notamment dans la frange du Sahel, contiendrait de l'uranium. Est-ce que vous confirmez cette information? Oui, nous avons, avec le BIMIGEB, trouvé des traces d'uranium dans plusieurs sites. Que fait-il comprendre par traces d'uranium? C'est-à-dire qu'au plan technique, ils appellent ça des anomalies, puisque c'est des comment on appelle ça? C'est des analyses qui sont faites, c'est des... comment dirais-je, c'est de la géophysique et il y a, disons, des indices qui montrent que c'est de l'uranium. Mais maintenant, le problème des minéraux, c'est que le fait qu'il existe un minerai ne veut pas dire qu'il est en quantité exploitable, ne veut pas dire qu'il y a un gisement. Il faudra pouvoir étudier pour voir quelle est son ampleur, est-ce que les conditions de rentabilité sont réunies pour être exploitées, etc., etc. Mais on sait qu'on a de l'uranium. On parle également du pétrole dans le sud-ouest. Est-ce qu'il s'agit de traces aussi? Non, c'est que nous, l'hypothèse que nous faisons, c'est d'ailleurs pas dans le sud-ouest. L'hypothèse que nous faisons... On parle soit de Sendou, ou bien c'est toujours le Grand Ouest. Voilà, du côté de Nouna, etc. Enfin, toute la dorsale
frontière Mali et aussi en haut là-bas, au-dessus des Sakan, etc. Alors, il faut dire que nous, notre position, c'est que nous avons des formations géologiques qui sont similaires à celles où on a trouvé du pétrole, par exemple au Mali. C'est des dépôts sédimentaires, des formations géologiques sédimentaires sur profonde de 4000 voire 5000 mètres, 5 km de profondeur. Donc, nous pensons qu'il est possible, disons, d'avoir du pétrole ou du gaz. Et ce que je pense en tant que ministre des Mines de Burkina Faso, c'est que je pense qu'il est important de pouvoir enfin dire oui, nous avons du pétrole, non, nous n'avons pas de pétrole. C'est pour cette raison que nous regarderons dans deux directions. La première direction, c'est que j'ai donné des instructions au BUMIGEB dans le cadre de ces programmes, disons, d'améliorer les indices que nous avons sur ces zones-là pour voir si ces indices nous permettent, disons, d'espérer davantage. L'autre direction, et M. Sommet nous verra très bientôt à l'Assemblée, c'est que nous avons commencé à travailler sur un code pétrolier. Parce que l'exploration pétrolière coûte très cher. Et si vous n'avez pas de réglementation pétrolière, j'allais dire, qui protège les intérêts des investisseurs et leur investissement, personne ne viendra. Donc, nous travaillons dans ces deux directions à la fois. Et en tout cas, cet exposé a été fait. Vous proposez un code pétrolier sans être sûr d'avoir du pétrole, c'est quand même paradoxal, monsieur le ministre. Non, justement. Je propose le code pétrolier pour que des partenaires nous aident à rechercher du pétrole. On parle également de coltan. Est-ce que vous avez proposé un code d'exploitation du coltan avant de vérifier si on en a? Non, le pétrole, c'est à part. Quand vous regardez dans de nombreux pays, vous avez souvent un ministère des mines à part et un ministère du pétrole à part. D'ailleurs, si par bonheur, comme le sable me le dit, si par bonheur nous trouvons du pétrole, cela va m'échapper. J'espère bien. Et du coltan, monsieur le ministre, y a-t-il du coltan dans le sous-sol burkinabé? Votre sable, vous a-t-il pris? Non, le sable m'a rien révélé. Alors, quelle est votre, en te parlant de prospective, quelle est votre stratégie? Vous avez parlé d'une stratégie assez paradoxale, même si vous la défendez donc en matière de pétrole. Mais quelle est votre stratégie aujourd'hui pour permettre à ces nouveaux minéraux-là qui vont être exploités de ne pas subir le même sort que ceux déjà exploités, notamment l'or, et ceux pas exploités aussi le manganèse? Non, vous savez, tout à l'heure, j'ai plaisanté. Mais ce que je dois dire, c'est qu'au niveau du BUMIGEB, nous avons, avec l'appui de la Banque mondiale, obtenu des appuis importants pour faire des études aérophysiques, des études géophysiques aéroportées de grande précision qui nous permettent aujourd'hui, sur certaines régions, d'avoir des cartes à grande échelle, aux 50 000, alors que celles que nous avons, c'est aux 200 000 jusqu'à présent. Cela, certainement, va nous permettre, lorsque nous allons améliorer ces outils de recherche, d'avoir, disons, de permettre de faire la promotion minière de notre pays. Et puisque nous avons un certain nombre de précisions à pouvoir donner, donc nous rassurons les investisseurs qui gagnent du temps, puisque nous-mêmes, on a déjà découvert un certain nombre de choses. Alors, je précise que pour le minerai dont vous avez parlé, sa gestion va rentrer dans le cadre du code minier, tout simplement. D'accord. Merci à Yacine Sanou pour ces 10 minutes d'échange avec vous. Nous allons prendre une question sur la plateforme
Monsieur le ministre, beaucoup de personnes reviennent sur la question des compétences au niveau donc, des mines. Donc nous allons revenir là-dessus avec M. Sawadogo Honoré du centre. Parlant donc du cas des transferts de compétences des expatriés aux cadres nationaux, Monsieur le ministre évoque le manque de compétences. Est-ce qu'on ne peut pas trouver de nationaux pour occuper des postes, par exemple de DRH ou bien des chefs géologues? Oui, naturellement. On peut trouver si... Mais il y a certainement des mines, c'est certainement des sociétés où les postes de DRH sont occupés par des expatriés. Voilà, occupés par des expatriés. Qui coûtent, semble-t-il, 20 fois plus cher que les nationaux. Voilà, c'est des cas sur lesquels on peut progresser. Mais il y a beaucoup de mines qui sont beaucoup également en avance, qui ont les directeurs de la mine, c'est des nationaux. Donc, il y a des situations différenciées. Et depuis que nous menons le débat, je me rends compte que, effectivement, il va falloir que nous puissions nous pencher véritablement sur cette question, et mieux déjà la renseigner et mener un dialogue avec, disons, les sociétés minières, sinon prendre des mesures. Pour autant que, comme j'ai dit, ces compétences existent, il n'y a aucune raison que ce soit encore des expatriés. Madame, Bambara Rasmata de Ouaga est au téléphone avec une question pour vous. Bonsoir, madame. Merci bien. Je voulais demander à monsieur le ministre si véritablement ce n'est pas du trop l'ouverture d'une école qui va se charger de la formation des étudiants encore pour avoir des compétences au niveau national. Dans la mesure où il y a déjà des instituts, des écoles, des universités qui ont dévoilé le ministère pour créer des écoles de formation de mines, et il y a beaucoup d'étudiants qui s'engagent. Malheureusement, les mines sont impénétrables pour les stages pour compléter la formation théorique. Ça fait que ces étudiants sont obligés de faire des années universitaires par manque de stage. De deux, ils sont obligés parfois de dédier après un cursus de licence, par exemple, pour aller au niveau master, ils sont obligés de quitter ce domaine des mines-là pour pouvoir aller dans d'autres domaines parce que simplement, ils ont assez souffert pour pouvoir avoir un stage au niveau des mines. Moi, je pense que c'était mieux d'étudier la question avec les mines. Vous qui êtes le ministère enfin, je pense, vous gérez donc ces sites miniers-là. C'était mieux de discuter avec eux pour voir comment ils peuvent s'ouvrir à la formation des étudiants. Plutôt que de créer encore une école, pour moi, vraiment, c'est de trop, si vraiment des sondages avaient été faits sur le terrain. Je sais que le budget essaye autant que faire se peut, mais il ne peut pas. Il ne peut pas regorger la masse d'étudiants qui chôment des années parce qu'ils n'ont pas de stage. Franchement, monsieur le ministre, en quoi une école, un institut au niveau du ministère va être une solution à ce problème? C'est la question que je voudrais poser. Monsieur le ministre, merci. Merci, madame. Monsieur le ministre. Oui, c'est une question, j'allais dire, qui est également intéressante. Mais je crois que tout à l'heure, j'ai expliqué que tous les projets d'école peuvent être complémentaires. Et nous, la vision que nous avons par rapport à l'école des métiers des mines, c'est même une école où, même à la base, les miniers eux-mêmes, ils peuvent envoyer, disons, des ouvriers, des techniciens, faire de la formation continue, s'améliorer, etc. Ça, mais également, c'est une école au sein de laquelle nous allons pouvoir avoir aussi bien des concours directs que des concours professionnels. Quelqu'un chez nous qui est technicien supérieur aura la faculté de passer un concours professionnel pour devenir ingénieur de travaux. Quelqu'un de chez nous peut passer un concours professionnel d'ingénieur de travaux pour devenir ingénieur de conception. Et donc, il peut avoir également, dans la mine, il y a plusieurs disciplines. Donc, on peut travailler sur des disciplines beaucoup plus pointues et
répondre également à la carte, à des formations à la carte pour les miniers, faire des formations de spécialisation et passer des contrats avec des grands formateurs, et si on arrive à instaurer cette flexibilité-là. Donc, ce qui n'est pas forcément pareil. Il y a quand même un besoin urgent elle parle de questions de stage pour ne serait-ce que compléter son cursus de formation. Oui, mais arriver à soutenir, par exemple, ses mémoires. Oui, c'est ce que je dis. Concernant la question des stages, je pense également que, disons, cette émission me fait comprendre l'ampleur du problème, puisque nous-mêmes, au niveau du ministère, nous recevons des dossiers et nous faisons tout pour placer ces étudiants. Je sais que la Chambre des mines également reçoit des dossiers et essaie de faire ce qu'elle peut. Mais je connais les difficultés du secteur privé. C'est-à-dire que lorsque vous prenez par exemple quelqu'un, je ne sais pas, une dizaine d'étudiants qui viennent pour faire de la formation, pour préparer un mémoire, il n'y a pas que de venir faire le stage, c'est-à-dire il faut désigner des compétences pour les suivre. Et il faut que ces compétences-là, parfois des gens qui sont des responsables, consacrent du temps à ça. Et c'est pour cette raison que quelquefois, on a un peu de difficultés et que les mines elles-mêmes prennent des quotas et on n'arrive pas à prendre tout le monde. Et ce que je pense, c'est qu'avec le forum qui est prévu, le forum sur la formation et l'emploi dans le secteur minier, c'est une question essentielle que nous allons évoquer. Sinon, la question des écoles, même s'il y avait d'autres écoles en projet, je suis preneur. Il faut forcément résoudre ce problème. Ouais. Alors, il y a M. Patrick Compaoré de Ouaga qui a aussi une question pour vous. Ok, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, votre question, on vous écoute. Oui, je voudrais, si vous permettez, revenir sur les premiers éléments de ce qui concerne ce que l'honorable a évoqué tout à l'heure. On a parlé d'urgence, on a parlé donc des produits nocifs à l'environnement et à la population. Je vous assure que la réponse du ministre de la Je dois rappeler M. Compaoré, parce que là on a des difficultés à l'entendre, mais je crois qu'il veut revenir sur la question des produits nocifs dont parlait l'honorable député tout à l'heure. Il n'est pas satisfait de la réponse que vous donnez justement sur la question de l'honorable, sur l'utilisation des produits nocifs. En tout cas, ce que je peux dire à ce stade... Parce que ce sont des questions urgentes alors que vous parlez des projets à venir. Non, ce n'est pas des projets à venir. Je vous ai dit que notre priorité en 2018, c'est vraiment mettre en branle les activités de l'ANEMAS, et cette ANEMAS est opérationnalisée. Donc, il y a tout le matériel nécessaire, c'est-à-dire les moyens nous avons prévu en fin avril, c'était même exactement le 27 avril, en tout cas fin avril ou début mai. Là également, nous avons un forum sur l'artisanat minier. Je crois que j'inviterai d'ailleurs son honorable pour pouvoir discuter avec les acteurs de ces questions, et ça va être en même temps l'occasion de lancement de notre programme d'encadrement et de sensibilisation autour de ces questions. Et à partir de ce forum-là, nos équipes vont se déployer dans les 11 régions, et cela en attendant bien sûr que nous puissions mettre en place nos équipes régionales. On dit toujours que la meilleure manière de ne pas avancer ou bien de tuer un projet dans l'œuf, c'est d'organiser des forats ou bien de mettre en place des commissions ou comités. Non, puisque je vous dis que le forum va être en même temps le lancement des opérations sur le terrain. Donc là, ce n'est pas un séminaire pour noyer quoi que ce soit, c'est pour lancer.
On va appeler le vérificateur, puisque en début d'émission, je vous avais dit qu'on avait un vérificateur qui viendra. Et aussi le public peut commencer à préparer ses notes. Tout à l'heure, le vérificateur nous révélera de façon exacte comment le public vous a trouvé pendant donc, cette émission. Adama Koulibaly qui rentre sur ce plateau. Bonsoir Adama Koulibaly. Bonsoir Simon Gongo. Alors, pendant que le public commence à envoyer les notes, je crois qu'on peut en avoir par là. On aperçoit déjà que monsieur le ministre a pu... Voilà, vous pouvez commencer à faire peut-être le point. Sinon, on peut permettre au ministre encore de répondre à une dernière question. Juste le temps que vous apprêtez vos notes. D'accord. Alors, Peggy Ouedraogo de l'autre côté a peut-être une question sur la plateforme pour monsieur le ministre. D'accord. Il semblerait que la question des stages encore revienne au niveau des questions. Donc, il va falloir que vous puissiez faire une annonce ici sur ce plateau pour rassurer les étudiants qui nous écoutent ce soir. Bien, annonce, je pense que je ne peux pas faire d'annonce de ce que j'ai dit parce que je ne peux pas me permettre d'être démagogique. Ce que je dis, c'est que, et je l'ai répété, c'est que au cours de ce forum sur l'emploi, la formation et l'emploi, nous allons discuter en particulier de ces problèmes de stage et amener les sociétés minières à faire des efforts et même voir si on peut travailler ensemble sur des quotas par société minière pour effectivement que cette question-là soit résorbée. Mais je ne suis pas sûr que... D'accord, on a compris, Adama Koulibaly. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Au terme de votre intervention, le pôle de vérification donc, a fait quelques constats. D'abord, par rapport aux réponses que vous avez apportées, il vous a trouvé un peu convaincant. Donc, il pense que vos réponses ne sont pas assez tranchées, ce qui laisse un peu l'interlocuteur sur sa soif. Et aussi par rapport à l'impact des retombées minières sur le panier de la ménagère. Donc, le constat qui vient, c'est que il ne se fait toujours pas encore, l'impact n'est pas encore perceptible. Donc, vous l'avez tantôt dit, mais le constat qui ressort sur le terrain, c'est que l'impact n'est pas encore perceptible. Et donc, pour conclure, monsieur le ministre, par rapport à l'axe 3 du PNDS, donc à travers l'objectif développer un secteur industriel compétitif avec pour effet que l'impact du secteur, notamment minier, sur le reste de l'économie soit accru. Donc on peut dire que cet impact se fait toujours attendre. Et pour votre prestation de ce soir, le pôle de vérification vous a donné la note de 5 sur 10. Donc le public qui est ici aussi a apporté sa note. Donc la moyenne du public est de 7 sur 10. Donc ce qui vous fait une moyenne générale de 6 sur 10, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, réaction, commentaire. Non, mais moi je pense que par rapport à ces questions, ce que je dis, c'est que des problèmes ne soient pas résolus, oui. Le secteur minier burkinabé a repris depuis une dizaine d'années. Il y a des problèmes qui sont effectivement en suspens et nous faisons l'effort pour faire des réformes et pour progresser dessus. Que cet impact ne soit pas encore suffisant, d'accord, mais j'ai dit la vérité. Donc, la conviction, c'est que c'est vrai. C'est vrai, et on va tout faire pour gérer la situation. Sauf que sur le PNDS, il ne vous reste plus que 2 ans et demi pour atteindre les objectifs, puisque le jugement s'est fait en fonction justement du PNDS. Oui, mais les questions spécifiques sur le PNDS, nous avons des statistiques, hein, donc on progresse et je pense qu'il n'y a pas de raison que nous n'atteignions pas les objectifs. Nous avons 4 critères qui ont été inscrits au PNDS
et sur ces différents critères, nous progressons. C'est la question de la contribution à la formation du PIB. Nous sommes passés de 7,9, nous sommes à près de 9, avec la production record de cette année. C'est la question, disons, de l'investissement dans le développement local. Le PNDS nous instruit de passer de 2 milliards par an à 5 milliards. Et nous pensons qu'avec l'opérationnalisation du fonds minier... Normalement, avec le chiffre d'affaires de cette année, on devait se retrouver à 10 milliards. Au moins à 10 milliards. Donc, nous pensons que ces objectifs-là seront atteints. Donc, et puis, là où nous n'avons pas de statistiques, c'est la question, disons, de la fourniture des biens et services locaux, puisque des biens et services, oui. Parce que le PNDS dit précisément qu'au niveau de la fourniture des consommations alimentaires, il faut passer de 14% en 2016 à 25% en 2020. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas dire où on en est et j'ai donné des instructions pour que notre appareil statistique soit, comment dirais-je, soit à même de nous donner les éléments. Et enfin, c'est la question des recettes de l'État. Et ces recettes-là sont en progression, comme vous le constatez. Donc, il n'y a pas on n'a pas de grandes inquiétudes. Alors, votre mot de fin peut-être, avant qu'on mette fin à cette émission. Bien, je voudrais à la fin dire que j'ai été très réjoui de pouvoir participer à cette émission qui m'a donné l'opportunité de mieux constater ce que les citoyens attendent du gouvernement et en particulier du ministère en charge des mines dans le secteur minier. J'ai eu des précisions par rapport à un certain nombre d'aspects, à savoir la contribution des mines à l'économie nationale. Et là-dessus, c'était d'ailleurs le thème de la SAMAO, la Semaine nationale des activités minières de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes conscients que c'est un thème qui est très important. J'ai noté la question des méfaits de l'orpaillage. Nous devons nous y investir pour gérer les questions d'environnement, de santé, même les questions sociales. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est tous les problèmes de déscolarisation liés à l'orpaillage. Il y a des zones où, vers chez moi, on a découvert un site d'orpaillage spontané et il y a des écoles qui sont fermées, malheureusement. Donc j'ai noté l'importance de la question de la formation et en particulier déjà de la question des stages pour nos étudiants. Et toutes ces questions, je les ai bien notées et je pense que je prendrai les dispositions pour que, ensemble avec les différents partenaires, nous puissions avancer là-dessus. Merci à vous, Monsieur le ministre. Avant de terminer, juste la précision sur la note qui n'a de sens que sur ce plateau. Parce que je dis, comme toujours, que l'objectif, c'est d'apprécier votre capacité à convaincre le public. Et si ce public de 10 personnes est convaincu, on pense que vous avez pu toucher les téléspectateurs qui sont chez eux à la maison. Et qui oui, mais je pense que la note n'est pas mal. J'ai noté 5 et 7. Oui, 7 sur 20, c'est beaucoup. 6 sur 10. La note est sur 10. Ça fait plus de la moyenne. Voilà. Donc, voilà. Mais c'est beaucoup plus expliqué aux téléspectateurs que nous n'avons pas la possibilité de noter vos activités au ministère. Et donc, c'est juste sur cette émission de ce soir. Merci à vous tous qui nous avez suivis, à toute l'équipe technique, à la coordination. Le journal, c'est tout à l'heure avec Draman Dadian. Bonne suite de programme sur la RTV.